Oh. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Nouvel épisode de Contact avec un criminologue. Oui, Alain Boer, criminologue, mais aussi géopolitologue. Il porte beaucoup de chapeaux, ce monsieur Boer. Deuxième visite à Contact. Personnage extrêmement intéressant qui s'intéresse, je dirais, à la sphère plus intime de la criminologie, de la violence telle qu'on peut la vivre dans les rues de nos villes, dans notre quotidien. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, documenter quelque chose qui ressemble à un renversement de tendance en Occident, quel que soit le discours, quelles que soient d'ailleurs les statistiques. Il dit, moi, je travaille avec les statistiques les plus fiables, les statistiques sur le nombre de décès enregistrés chaque année. Et c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Il y aurait une inversion des courbes avec une progression lente mais obstinée de la violence dans nos sociétés. Et il ajoute, parce que c'est une conversation qui embrasse large, que c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer sur la scène internationale, c'est-à-dire que les rapports entre les États se sont pas beaucoup pacifiés. On vit dans un monde, dit-il, multicrise et où il est justement très difficile de savoir où loge la vérité. Notre conversation commence sur cette idée que aujourd'hui, c'est l'autorité, et particulièrement l'autorité scientifique, qui a été malmenée, particulièrement à la faveur de la crise de la COVID, on s'en souvient, et on ne s'en est pas vraiment remis. On écoute un extrait. L'affaire du Covid a tué la vérité. Ça sert à rien, ça sert à tout. C'est vrai, c'est pas vrai. On va tous mourir, on va pas mourir. Enfin, je vous passe le détail. Et bien, pour la première fois, ça a tué la vérité scientifique. Et ça, c'était une nouveauté. Parce que jusqu'à présent, le scientifique, sur son piédestal académique, disait la vérité. Il donnait, par une démonstration scientifique liée à une méthode scientifique, qui, grosso modo, expliquait que 2 plus 2 était égal à 4, alors soit par axiome, soit par théorème, ce qu'on pouvait démontrer et ce qui faisait l'objet d'un consensus général, et on s'en sortait très bien. Et là, devant les caméras, les médecins, les savants, même si peu d'entre eux étaient infectiologues ou épidémiologues, se sont combattus brutalement, insultés, et ont raconté tout et l'inverse de tout, je dis pas que c'était n'importe quoi, même si je le pense, devant des foules qui ont considéré donc qu'il n'y avait plus de vérité du tout, que tout était une vérité comme une autre, il y avait des vérités alternatives. Et donc entre la fake news et la vérité alternative, la vérité vraie, mais je vous arrête là-dessus, même là. Parce qu'en général, on montre du doigt la population en disant elle est un peu débile, elle ne croit plus à la science. Or, vous dites, à l'origine, ce sont les élites, nous, bien pensantes, ceux qui sont au sommet, ceux qui incarnaient la vérité, la science, qui ont cassé le thermomètre. Enfin, qui ont créé les conditions pour casser le thermomètre. Intéressant. Mais moi j'ai une thèse supplémentaire à ça, c'est que on a aussi, ces dernières années, galvaudé, surtout à gauche, là, pardonne-moi, mais surtout à gauche, le mot science. Tu sais, exemple, je vais te donner l'exemple, le troisième lien à Québec. On nous dit, la science est contre. Voyons, la science est contre. Non, mais en tout cas, c'est une question de point de vue. On peut être contre, on peut être pour, c'est défendable. Mais ça n'a rien de scientifique. Et là, tu dis la science, OK, là, ça serait la science de l'urbanisme qui a découvert que si on construit une autoroute ou un tunnel, elle va se remplir de gens. Donc, la congestion va se recréer, puis ça, ce serait une science. Alors que c'est complètement faux. Je veux dire, la vérité, à Détroit, là où il y a eu décroissance de population, fermeture de quartiers, crise économique, les autoroutes se sont décongestionnées à une époque, là, parce que donc la logique du troisième lien, ou de n'importe quelle autre autoroute que tu élargirais, c'est oui, on a une croissance de population, immigration et autres. De nouveaux quartiers vont se construire, les nouveaux résidents vont se construire, oui, c'est vrai, où il y a un nouvel axe routier ou un nouvel axe de transport en commun, peu importe, les gens vont se construire là. Et donc, oui, ça va finir par refaire du trafic à cet endroit. Mais la cause, c'est la croissance de population. En cas de la science dit, en cas de décroissance de population, il y a moins de monde sur les routes. Mais aujourd'hui, tout le monde se réclame dans le débat public, des gens veulent prendre le haut du pavé plutôt que de débattre honnêtement en disant il n'y a pas de débat, c'est la science. Si tu dis autre chose, tu serais contre la science. Mais tu substitues au débat démocratique l'idée qu'il y aurait une réponse incontestable qui viendrait d'en haut, qui serait celle de la science. Dans certains cas, c'est vrai. On sait que la science nous dit des choses. La loi de Newton, c'est ça. La loi de Newton, c'est pas mal solide. Là. Tu t'échappes à un objet, il va tomber à terre. Il faut être attiré par le centre de la Terre. J'ajoute à ça
qu'on a longtemps pensé que Newton avait dit le dernier mot sur la science, dans ce cas-ci sur la physique. Or, Einstein nous a fait la démonstration qu'il y avait par-delà Newton autre chose qu'on n'avait pas perçu. Enfin, donc, la science, toute curieux, puissante qu'elle soit, est pas nécessairement arrivée au bout de ses réponses. Enfin, mais fascinant. Et sur la question de la montée de la violence dans les sociétés, c'est sûrement aussi quelqu'un qui touche des points qui vont intéresser et questionner beaucoup de monde. Bon, revenons aux affaires internationales. Le Venezuela, donc, qui est l'ennemi de Trump. C'est drôle parce que c'est l'opposante au Venezuela qui a comme volé à Trump, je le dis dans mes mots, mais le prix Nobel de la paix. Alors, Trump est vraiment en guerre contre... Tu sais, dans le fond, il est de son bord au bout, là, cette dame-là, il est en guerre contre le régime vénézuélien. Elle lui a même dédié son prix en disant que c'était l'homme qui... par ses pressions, d'ailleurs, fait peut-être qu'aujourd'hui, elle a été consacrée prix Nobel de la paix. Donald Trump, qui depuis toujours, depuis qu'il s'est présenté la première fois aux élections, a toujours donc répété qu'il était contre la guerre et pourtant, qui aujourd'hui est en train d'en nourrir une larvée contre le Venezuela. On a appris que le Venezuela était dans le collimateur du président et que la CIA avait reçu des instructions pour fomenter quelque chose qui pourrait ressembler à un coup de force. Et c'est évidemment dénoncé. On reproche quoi au Venezuela du côté américain? Est-ce que c'est parce que c'est une espèce de dictature dans les faits? Est-ce que c'est parce que c'est comme communiste dans l'esprit? Ou est-ce que c'est parce que ça ship de la drogue aux États-Unis? Alors, le Venezuela est effectivement un gouvernement autoritaire de gauche qui n'a jamais beaucoup plu aux autorités américaines avant M. Trump. Très clairement, pour le président, c'est quelque chose comme une verrue dans sa cour arrière, il l'a souvent dit. Bon. Il contexte la légitimité de l'élection de M. Maduro en 2024, qui a gagné par un cheveu ces élections en disant qu'il y avait eu du trucage aux urnes, ou dans les urnes, et donc c'était un gouvernement qui n'était pas légitime. Il faut voir aussi que les Américains ont toujours eu un œil, et particulièrement depuis quelques années, sur les ressources du Venezuela, jusqu'à ce qu'on décide d'en découdre avec le pays, parce que pour l'instant, il y a vraiment une manœuvre ou des manœuvres de déstabilisation. On l'a vu avec l'attaque des bateaux qui partaient du Venezuela pour alimenter, dit le président, le marché de la drogue aux États-Unis. C'est pas parfaitement démontré. S'il y a de la drogue qui entre aux États-Unis, je le dis évidemment avec ironie, on sait que ça vient du Canada. Non, ça vient surtout du Mexique. Et il y a là aussi une guerre que livre le président. Ça me faisait beaucoup penser, je ne sais pas si tu te souviens du roman de Tom Clancy, Clear and Present Danger, où le président, de façon privée, pour venger, je pense, de mémoire, la mort d'un de ses amis aux mains des cartels, décide de déclarer une guerre secrète contre les cartels. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de guerre secrète. Il y a une guerre ouverte. Annoncée. Le président. Ouais. Et il les a désignés comme des organisations terroristes, ce qui change beaucoup les choses. Ça ne veut pas dire pour autant que l'armée a l'autorité, l'armée américaine a l'autorité pour tirer à vue sur des bateaux, ce qui se passe en ce moment. Ils le font quand même. Ils le font, ils l'ont encore fait récemment, mais... On s'en était parlé, là, c'est spécial, tu sais. Mettons que c'est un bateau, là, puis tu penses que c'est un bateau qui amène de la drogue vers les États-Unis. Là. Je comprends facilement qu'on n'aime pas ça, là, puis qu'on veuille pas ça. Mais quand tu le tires, il y a peut-être dans le bateau 2 employés qui sont des esclaves amenés de force pour le transport. Tu sais, tout est possible de gens, parce que là, une fois que tu tires, tu mitrailles un bateau ou que tu lances un missile sur un bateau, il y a pas tu le coules, là, c'est fini là, pour tous ceux à bord. Donc, il n'y a pas de prise 2 pour ceux qui sont dans le bateau. C'est assez court comme procès pour chacun des individus à bord, là. C'est en fait l'absence totale de procès et le protocole voudrait que la garde côtière arraisonne le bateau, fasse la démonstration de ce qu'il y a de la drogue à bord et ensuite on peut arrêter bien entendu ceux qui la transportaient. Et individuellement juger leur responsabilité. Est-ce qu'il y en a un qui est le vrai gros caïd parce qu'il y en a un autre qui est un pauvre type qui transporte les boîtes parce que les caisses parce que c'est pesant, tu sais. Oui, sur les raisons qui font peut-être qu'aujourd'hui que le Venezuela se retrouve
beaucoup dans le champ des préoccupations du président, c'est que des négociations, parce qu'il y a une espèce de paradoxe. D'un côté, c'est l'ennemi, il faut les abattre, mais de l'autre, on était prêt à négocier jusqu'à récemment sur la question des terres précieuses, des minéraux critiques, il y en a, et aussi de l'exploitation du pétrole, parce que le Venezuela est très pauvre, mais c'est probablement aussi, en termes de richesse, un des pays les plus riches au monde par le pétrole qu'ils n'arrivent plus à bien extraire parce qu'ils ont été étranglés par les sanctions, entre autres celles des Américains. Mais Donald Trump était prêt à trouver une espèce de modus operandi. Il demandait officiellement à ce que le gouvernement rende les armes, démissionne, mais on peut comprendre aussi, derrière tout ça, que s'il y avait eu une entente sur ces dites ressources essentielles, il y aurait peut-être moins de pression qui s'exercerait. Alors, on condamnera Donald Trump et je suis de ceux qui pensent que tu peux pas, évidemment, livrer une guerre pareille sans que ça enfreigne des règles au droit international, entre autres. Mais quand même, dans l'histoire des 50, 60 dernières années, de façon plus discrète, mais souvent plus efficaces. Les Américains sont beaucoup intervenus dans leur cour arrière, à la Grenade, au Panama, quand ils étaient tannés du général Noriega, qui avait très bien servi leurs intérêts pendant des années. En 1954, ça s'est fait au Guatemala. On l'a fait à la Dominique au début des années 60, au Salvador, au Nicaragua dans les années 80. Donc, il ne serait pas le premier, mais comme en toute chose, il est surtout le premier à le claironner, à le dire publiquement. C'est ma théorie. Il n'y a plus de deep state à Washington. Il n'y a qu'un overt state où le président dit tout haut ce qu'il va faire. Ouais, je retiens ton expression. Une verrue dans sa cour arrière. Merci beaucoup, Stéphane.